Donc on va accueillir Maître Olivier Costa et Maître Pauline Fonlupt, avocats au cabinet Bismuth. Maître Olivier Costa est impliqué dans le comité médical et social du réseau Amande depuis sa création. Alors on sait que dans ce type de pathologie neurodégénérative survenant chez des adultes encore jeunes, en activité et en charge de famille, il peut y avoir des difficultés socio-économiques brutales et l'avis des spécialistes, des experts est parfois précieux pour l'association et pour aider les familles dans ces situations difficiles qui dépassent les soignants. Donc vous allez nous parler d'un sujet très, très intéressant pour tout le monde, comment préparer les personnes vulnérables, mandat futur et habilitation familiale. Merci. Merci beaucoup, docteur. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe organisatrice de nous avoir invités. C'est avec grand plaisir que nous sommes là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter, vous l'avez compris, d'un sujet différent, puisque nous allons parler de droit. Alors, avant de commencer, en quelques mots, le cabinet, depuis les lois Kouchner, depuis donc 2002, a un département en droit de la santé. Donc, je suis moi-même Olivier Costa, associé au sein du cabinet Bismuth, et je vous présente Maître Pauline Fonlupt, qui est avocat directeur du département droit de la santé, sciences du vivant et accidenté de la vie. Alors, c'est toujours difficile de prendre la parole à midi, puisque en général, les gens attendent impatiemment la petite pause déjeuner. Mais du coup, je voulais en profiter. Alors évidemment, on a fait une présentation. Alors d'habitude, quand je fais une présentation, j'en sors complètement, mais je vais essayer de rester dans la présentation. Mais déjà, si vous nous le permettez, on va en profiter aujourd'hui. En plus, c'est une journée un petit peu compliquée, puisque le secteur hospitalier a des revendications. Et on est dans une situation où la santé en France connaît des difficultés. Il y a eu le Covid. Il y a 2 ans, on applaudissait dans nos balcons le personnel soignant. Et du coup, nous, on voulait tout simplement, de manière très humble, profiter de l'occasion qui nous a été donnée pour vous remercier l'ensemble de la communauté des membres soignants, alors qu'il s'agisse évidemment de docteurs. Alors, je ne connais pas toutes les disciplines, évidemment, mais docteurs, ostéo, kiné, psychiatres, neurologues, quelqu'un tout à l'heure était neurologue qui a pris la parole, les aides-soignants, les assistants. Et ce qui m'a fait encore, j'allais dire, penser à ça de manière encore plus forte, c'est qu'après le propos du docteur Marsoubian, on en parlait, c'est vraiment toute cette spécificité, toute cette technicité, en fait, pour chaque acte de la vie du patient. Et c'est ce qui fait le lien avec notre propos. Nous, on va essayer, alors non pas de faire un cours de droit, il n'y a rien de plus pénible et insupportable de faire un cours de droit, mais d'essayer de vous donner quelques indicateurs, quelques réflexes, tout simplement parce que tout est droit. Tout ce que vous faites du matin au soir est droit, a des implications juridiques, peut avoir des conséquences même compliquées dans le cadre de vos pratiques professionnelles. Et ce que vous faites, c'est ce que j'appelle souvent, moi, la vraie vie. C'est pas la mise en place des articles du Code de la santé publique, c'est pas la mise en place des articles du Code civil. Vous êtes dans la vraie vie face à des patients. Et des fois, il y a des situations d'urgence, il y a des situations en totale bonne foi, vous allez prendre des décisions parce que personne d'autre à part vous, sur le moment, va prendre une décision avec les contraintes de la pathologie du patient, avec souvent les contraintes des différents membres de la famille. Et notre objectif ce matin, c'est d'essayer de vous donner quelques indications sur le cadre juridique applicable à la protection des personnes vulnérables. Ce petit propos introductif étant fait, je regarde si ça marche. On a décidé de vous présenter en préambule, mais assez rapidement, mais c'est important, un petit rappel historique. Alors pourquoi le rappel historique ? Tout simplement parce que ça permet de comprendre l'évolution de pensée du législateur. Donc le législateur, bien évidemment, ce sont nos députés, nos sénateurs qui font les lois, et les lois souvent, toujours, suivent les évolutions de la société. C'est très rare, voire rarissime, voire même ça n'arrive jamais, que le législateur anticipe les évolutions de société. Donc on a toujours ce phénomène de décalage, c'est-à-dire que la loi vient rattraper des situations que les gens sur le terrain, encore une fois dans la vraie vie, pratiquent. Et ensuite, nous avons un sujet qui est très douloureux. Dès qu'on parle de majeurs protégés, c'est compliqué, parce qu'il y a des problèmes de santé, parce qu'il y a des problèmes d'argent,
parce qu'il y a des problèmes de famille et qu'il y a une espèce de pudeur à entrer dans ce type de sujet. Et donc on a comme ça une évolution très lente des mesures de protection des différentes personnes visées par ce cadre législatif. Alors, il y a 6 grandes lois pour vous les avoir à l'esprit. Une première loi, 99, qui vise à garantir le droit d'accès aux soins palliatifs. Alors, deux grands objectifs, c'est le soulagement de la douleur et c'est un droit d'accès aux soins palliatifs en fin de vie. Donc, il y a une vingtaine d'années, on commence vraiment à rentrer dans ce mécanisme-là. Les fameuses lois Kouchner de 2002, qui sont vraiment un point marquant dans l'évolution du droit de la santé, avec, en ce qui concerne le point qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui, le droit pour le patient de refuser de se traiter et le droit de désigner une personne de confiance. Une loi également fondamentale, on en parlera tout à l'heure, la loi Leonetti de 2005. Je ferai peut-être un aparté, mais peut-être que c'est dans les questions-réponses, on verra, on va le faire extrêmement informel, extrêmement souple, qui a été prise dans le cadre de la fameuse affaire Vincent Lambert, sur l'acharnement thérapeutique, sur la continuité des soins. Donc la loi 2005 dite la loi Leonetti, interdiction d'obstination déraisonnable des équipes soignantes, le droit de diriger des directives anticipées. Et puis des lois un petit peu plus récentes, ordonnance du 15 octobre 2015, qui a créé une mesure extrêmement importante, l'habilitation familiale. Alors tout à l'heure on fera juste un petit slide mais extrêmement rapide, et puis tout à l'heure nous avons un professeur belge qui sera présent, mais la France par rapport à des pays comme la Belgique, comme la Suisse, comme le Canada, on a une forme, j'allais dire peut-être pas de retard parce que le mot est trop fort, mais en tout cas on n'a pas été aussi loin sur le plan législatif que ces pays-là, qui ont une culture peut-être un petit peu différente, et il a fallu attendre 2015 pour avoir l'habilitation familiale. Ensuite, une loi de 2016 du 2 février, la loi Claes-Leonetti, où on a reparlé et revalorisé les directives anticipées, et la possibilité pour le patient de demander l'accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, encore une fois, vous voyez les évolutions petit à petit, et une réforme récente, importante, alors un peu technique, mais qui est importante sur le quotidien, sur la mise en pratique du 23 mars 2019, qui concerne les mesures de protection recentrées sur le majeur pour le mettre au centre des décisions le concernant. Alors, dans un premier temps, c'est un petit peu fastidieux, mais il nous a semblé important que vous ayez à l'esprit quelques définitions. Alors, bien évidemment, l'idée, c'est pas d'apprendre par cœur, ça n'a aucun intérêt, mais l'idée, c'est d'avoir à l'esprit, dans le cadre de vos pratiques quotidiennes, quels sont les interlocuteurs, quels sont les mots, quelles sont les définitions auxquelles vous pouvez être confrontés. Alors, vous avez quelqu'un qui est important, qui est le juge des tutelles. Alors, techniquement, depuis le 23 mars 2019, il y a une grande réforme de l'organisation judiciaire qui a strictement aucun intérêt, si ce n'est peut-être pour les ministres en place d'essayer de nous dire qu'ils ont fait des réformes. Mais bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, donc, on a le juge des contentieux et de la protection, mais dans le langage courant, on continue à appeler le juge des tutelles, et ça ira très bien, parce que même eux se considèrent comme étant le juge des tutelles. Et que fait ce juge des tutelles? Il a 3 missions fondamentales, et c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, on parlait d'argent, surveiller la gestion des comptes, autoriser certains actes par rapport à la vie de la personne protégée, et également la possibilité de désigner un tuteur ad hoc. Alors, ce qui est important lorsque le droit vient s'appliquer aux problèmes de santé, c'est qu'on l'a vu depuis ce matin, vous, ce que vous faites, c'est la vie du patient, ce sont les soins du patient, c'est essayer de faire en sorte que sa pathologie soit le plus amenuisée, si tant est que ce soit possible, mais en tout cas que les conséquences soient les plus douces possibles pour le patient. Mais imaginez que nous rajoutons à ça des problèmes d'argent, des problèmes de famille, des problèmes de divorce, et malheureusement dans les maladies neurodégénératives, on voit souvent des séparations, des couples qui se déchirent. Et derrière, vous êtes au milieu, et on a des exemples très concrets, c'est pour ça que je vous parlais de vraie vie, où nous avons du personnel soignant qui vient se faire engueuler le matin par la belle-mère, ou qui va se faire engueuler par la sœur du patient, ou par l'ex-femme, ou pour la femme, par les enfants, bref. Vous êtes au milieu de tout ça parce que vous êtes la personne la plus proche du patient. Et donc, il est important aussi, dans le cadre de cette matinée, c'est de vous donner ces définitions pour vous informer, mais surtout pour vous protéger. Parce que c'est un petit peu ça l'objectif de cette matinée sur cette volonté d'information. Et donc, par rapport à ça, vous avez un interlocuteur qui est le juge des tutelles. Et il faut savoir, par rapport à d'autres types de tribunaux, comme le tribunal administratif, le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire, le juge des tutelles
Ayez ça à l'esprit. C'est un juge que vous pouvez saisir en lui écrivant une lettre. Il n'y a pas besoin d'avoir spécialement un avocat, il n'y a pas besoin de faire des dossiers faramineux. Le juge des tutelles, c'est un juge facile d'accès, sauf que très peu de gens le savent. Donc, dans le cadre des mesures de protection des personnes majeures, notamment, il faut savoir que toute personne qui a un intérêt quelconque à donner une information à un juge des tutelles peut le faire. Et donc, n'oubliez pas ce point-là, parce qu'il me semble important, parce que vous-même, vous vous protégez. Il n'est pas question de faire de la délation sur telle ou telle situation familiale. Il est question de faire une mesure d'information sur la situation d'un patient. Et donc, le juge des tutelles est votre juge naturel, j'allais dire, en cas de difficulté. Alors, nous allons entrer rapidement. Je passerai rapidement. Je ne reprendrai pas tous les slides. Je vous les laisse lire au fur et à mesure. L'idée, encore une fois, c'est que vous ayez les éléments à l'esprit. Vous avez 3 catégories de mesures de protection, 4 maintenant, qui permettent d'arriver à une protection d'un majeur. La mesure la plus importante en termes de contraintes liées aux droits de la personnalité est la tutelle. La tutelle, comme vous pouvez le voir dans la définition, c'est une mesure judiciaire destinée aux personnes qui ont besoin, et les termes sont importants, d'être représentées de manière continue. Dit, j'allais dire autrement, ça veut dire que la personne en situation de tutelle ne peut rien faire sur un plan juridique sans que le tuteur intervienne. Et ça, c'est important, évidemment, des actes de disposition qui engagent le patrimoine de la personne, des actes d'administration, des actes de la vie courante. Tout est concerné par la tutelle qui est donc la mesure de protection la plus complète. Alors nous, en tant qu'avocats, dès qu'on dit qu'il y a une interdiction, dès qu'on dit qu'on touche aux libertés individuelles, dès qu'on dit qu'on touche aux libertés de la personne, on a toujours une espèce de réaction épidermique en disant « Ouh là là, ça va très très loin ». Sauf que, bien évidemment, et vous êtes bien placé pour le savoir, vous avez des situations de pathologie, et notamment dans les maladies neurodégénératives, et en ce qui me concerne, avec Marguerite Garcia, nous nous connaissons depuis longtemps, donc quand c'est longtemps, on dit que c'était hier, sur la maladie de Huntington qu'on a pu évoquer ce matin, il y a un moment donné, la mesure, l'aide et l'assistance à la personne à laquelle on donne des soins, c'est de la protéger sur un plan juridique, et donc c'est cette notion de tutelle. Mais derrière, il faut faire attention, qui va assurer la tutelle? Et là, on entre dans un autre sujet aussi, et on entre dans quelque chose que vous devez connaître sans doute, peut-être pas très souvent, mais régulièrement, c'est la défiance qu'il peut y avoir entre la personne qui assure des soins et la personne qui est en charge de la tutelle. Et là, des fois, on a vraiment des difficultés. C'est pour ça que, encore une fois, le juge des tutelles est là pour vérifier qu'il n'y a pas de difficulté sur ce plan-là. Deuxième élément, deuxième mesure de protection qui est un peu plus souple, qui est donc la mesure de la curatelle, qui s'adresse à des personnes qui, sans pour autant être hors d'état d'agir elles-mêmes, ont besoin non plus d'être représentées. Représenter, c'est un terme juridique, ça veut dire faire pour le compte d'eux, mais cette fois-ci, elles ont besoin d'être assistées ou contrôlées de manière continue dans certains actes de la vie civile. Et il y a 3 degrés de curatelle, en fonction, évidemment, de la pathologie, curatelle simple, curatelle renforcée, curatelle aménagée. C'est une mesure qui est plus légère que la tutelle, puisqu'elle limite de manière moins importante la capacité d'action du majeur protégé, et elle est adaptée à ses besoins. Tout à l'heure, on rentrera dans le détail sur comment on met en place ces mesures. Bien évidemment, et c'est ce qui fait le lien avec vos pratiques quotidiennes, la base, c'est la situation médicale. C'est le certificat médical qui sera établi. Donc toutes ces mesures contraignantes d'assistance, mais qui le sont aussi dans l'intérêt de la personne, bien évidemment, le sont que initiées à la suite d'un certificat médical. Autre mesure qui est plus souple également, on va de manière dégressive, qui est la sauvegarde de justice, qui s'adresse aux personnes qui ont besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentées dans l'accomplissement de certains actes uniquement. Donc la personne placée sous sauvegarde de justice n'a ni curateur ni tuteur, et ce qui est important, c'est qu'elle conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile. C'est là où le juge, encore une fois, le juge de la tutelle, tout à l'heure on parlait quasiment de mise en place d'un programme de soins à la carte, vraiment adapté à la situation des patients. Le juge des tutelles est compétent pour ça, sauf qu'on ne le sollicite pas assez. Et donc des fois le juge a tendance à prendre des décisions un petit peu, j'allais dire, à la chaîne et pas adaptées de manière précise. Il est important que les personnes qui sollicitent ce type de mesures rentrent vraiment dans le détail de la situation de la personne à protéger.
Et donc, le juge peut aussi désigner un mandataire spécial pour accomplir vraiment tel ou tel acte concernant le majeur protégé. C'est une mesure de protection minimale, car cette fois-ci, la capacité juridique de la personne est totalement préservée. Et donc, bien évidemment, c'est la mesure, j'allais dire, à privilégier si on le peut et si ça correspond à la situation de santé du malade. Et nous arrivons donc à quelque chose qui est récent, qui existe depuis de nombreuses années dans d'autres pays, mais en France, ça a été mis en œuvre par la loi de 2015 qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est l'habilitation familiale. Alors, par expérience, quand on rentre dans de la représentation familiale, c'est toujours un petit peu à double tranchant. Il faut vraiment faire très très attention. Et c'est là où, je pense, puisqu'on a encore peu de recul, lorsque vous avez une loi de 2015, nous sommes en 2002, ça fait 7 ans, ça peut sembler long, mais en fait, l'évolution et la critique des dispositions législatives ne se fait qu'après des jugements, et donc une création de jurisprudence qui va permettre d'affiner les mises en place. Et donc, l'habilitation familiale, c'est la disposition qui permet à un membre de la famille, d'une personne à protéger, d'être habilité par le juge des tutelles à la représenter de manière générale, à l'assister ou à passer certains actes en son nom, sans recourir aux mesures de protection, de tutelle ou de curatelle. Alors, évidemment, c'est la situation la moins contraignante pour un patient, parce qu'il a confiance en sa famille, théoriquement. Et donc, le rôle du juge, c'est de s'assurer de l'adhésion ou de l'absence d'opposition à la mesure par les proches. Et c'est là où je vous disais qu'on manquait encore un petit peu de recul, parce qu'il suffit de voir tout simplement un divorce qui se passe mal. Vous avez des batailles d'attestation du cousin, de la tante, de l'oncle, et on est sur un sujet bien moins important que ceux que vous avez à traiter au quotidien. Donc on verra comment va se passer les contestations en justice de certains membres de la famille. Mais en tout cas, le dispositif est important et il faut l'initier, parce qu'heureusement, il y a quand même des situations familiales où tout se passe bien. Et donc le juge doit juste s'assurer de l'adhésion ou de l'absence d'opposition par rapport aux personnes qui constituent le cercle familial. Et ensuite, le juge a un rôle de sanction, de contrôle. Il peut retirer l'habilitation en raison d'une inaptitude, d'une négligence, d'une fraude, ou en cas de litige ou de contradiction d'intérêt avec la personne protégée. Alors, c'est là où votre rôle à vous, en tant que soignant, il est extrêmement important. Non pas qu'on vous demande de vous substituer au juge des tutelles, c'est pas votre rôle. Mais la difficulté, c'est que vous êtes au quotidien, vous êtes au cœur de la relation avec le patient. Donc ceux qui êtes le plus à même de sentir lorsque quelque chose va mal. Et donc c'est pour ça que, effectivement, le juge des tutelles peut être sollicité par un membre du personnel soignant, du corps soignant, pour voir et revoir les éventuelles mesures qui ont été ordonnées. Autre dispositif. Alors, donc l'habilitation familiale, c'était le deuxième slide. Alors, peut-être juste, ce qui est important par rapport à vous, c'est qu'il y a quand même des contre-indications législatives, c'est formellement interdit. Il y a donc ce qu'on appelle en titre de notion de conflit d'intérêts. Ne peuvent pas être habilitées certaines personnes qui sont très clairement établies par l'article 445 du Code civil, et notamment les auxiliaires médicaux. Ça va de soi, mais le texte le prévoit. Vous ne pouvez pas, vous, être désigné dans le cadre de ce dispositif. Autre point qui est important, et c'est un terme qu'on entend souvent, c'est le mandat de protection future. Alors le mandat de protection future, c'est celui qui permet à une personne qui n'est pas déjà placée sous protection juridique, c'est le premier point, et qui est en mesure d'exprimer un consentement libre et éclairé, c'est le second point. Ce mandat permet à cette personne d'organiser et d'anticiper sa vie quotidienne, ses affaires courantes, la gestion de ses biens, en cas d'altération à venir de ses facultés mentales ou physiques. Alors, on en parlait tout à l'heure en aparté avec le docteur Rolagnon, et puis tout à l'heure, le docteur Boyer en a parlé également par rapport au cas particulier du test lié à la chorée de Huntington. C'est quelque chose qui est difficile à appréhender sur un plan humain. Parce que, alors que tout va bien, puisque nous ne sommes pas placés sous une mesure de protection et que je suis en capacité d'avoir un consentement libre et éclairé, je me projette sur une situation où je serai confronté à une altération de mes facultés mentales et physiques. Donc déjà psychologiquement, c'est très complexe. Alors je ne suis pas du tout psychologue, mais j'imagine que vous avez peut-être ce genre d'interrogation. C'est extrêmement complexe.
Mais quelque part, c'est quelque chose qui permet de solutionner énormément de difficultés, puisque ce mandat de protection future est quelque chose qui va faire force de loi. Alors, sauf à supposer que lorsque la personne était consentante, elle a été induite en erreur dans le cadre du mandat de protection future qu'elle aurait conféré, on rentre vraiment dans des caractéristiques presque des hypothèses d'école, c'est quelque chose qui fera force de loi. Et donc, ce mandat de protection future, comme son nom l'indique, permet de gérer sa propre vie avant que celle-ci ne soit détériorée par une altération des facultés physiques ou mentales. C'est quelque chose qui est important, et ayez-le à l'esprit. Peut-être que des fois, dans le cadre de vos discussions avec les familles, ce sont des sujets qui se présentent à vous. Il y a deux types de mandats de protection future. Il y a le mandat de protection future pour soi, bon, comme son nom l'indique, qui permet à une personne de choisir pour elle-même, et elle prendra effet lorsqu'il sera établi par un certificat médical que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. C'est une condition. La personne, en toute connaissance de cause, prévoit des dispositions futures qui ne se réaliseront que lorsqu'il y aura une condition qui sera réalisée. Et la condition qui sera réalisée, ce sera l'intervention du corps médical qui va certifier qu'il y a une altération des capacités. Et vous pouvez également, pour l'instant il y en a encore très peu, mais vous pouvez également le faire, et ça aussi c'est de la pédagogie, parce que là pour le coup je pense que c'est important et que paradoxalement c'est quelque chose qui est sans doute plus facile à mettre en place. Le mandat de protection future pour autrui, c'est celui qui permet aux parents d'un enfant en situation de handicap de désigner un tuteur ou un curateur pour les cas où eux-mêmes ne pourraient plus assumer la charge de leur enfant. Et dans cette hypothèse, ça ne prendra effet qu'à la majorité de l'enfant sur toujours une base d'expertise médicale pour vérifier que la situation de handicap est toujours d'actualité. Donc, même si c'était peut-être un petit peu fastidieux, un petit peu lourd, l'idée c'était de vous donner en 5-6 définitions les mots et les cadres qui s'appliquent le plus, pour que vous ayez déjà un vernis, pour que ça puisse vous aider dans votre pratique quotidienne. Et encore une fois, l'évolution législative vous permet de mieux appréhender les grands principes qui sont applicables en matière de protection juridique. Et je laisse la parole à Maître Fonluc pour cette partie. Merci beaucoup, bonjour à tous. Excusez-moi, une petite question. Vous préférez qu'on vous pose des questions au fur et à mesure ou en fin d'intervention ? On est à votre, comme vous voulez. C'est comme vous voulez, vous. Peut-être qu'on déroule le propos et on baille pas de souci. Oui, peut-être à la fin. Bonjour à tous. Alors effectivement, je vais rentrer un petit peu plus dans la technique juridique, car finalement, peu importe le régime de protection qui sera choisi et qui ont été évoqués auparavant, il y a des grands principes qui sont applicables pour chacun d'entre eux, que ce soit par rapport aux mesures ou par rapport aux droits des personnes à protéger. Par rapport aux mesures, il y a 3 grands principes qui sont édictés par le Code civil, un principe de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité. De nécessité parce que finalement le juge ne va pouvoir prononcer une mesure de protection que s'il y a effectivement un certificat médical qui vient nous indiquer que la personne majeure ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés. Un principe de subsidiarité, effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une mesure plus souple. Vous avez vu, il y a différents degrés de mesures de protection. Il ne faut pas qu'il y ait une mesure plus souple qui soit plus adaptée aux majeurs. Et un principe de proportionnalité, c'est-à-dire que la mesure doit toujours être adaptée à la situation de la personne. Pour l'ensemble de ces mesures, il y a également un principe de temporalité, c'est-à-dire que toutes les mesures sont limitées dans le temps. Le juge des tutelles réévalue régulièrement la mesure, voit si on ne peut pas la modifier, la remplacer par une autre. Il y a eu effectivement cette loi de 2019 qui, au-delà de nous réformer la totalité de la procédure civile, est venue quand même apporter 2-3 éléments importants et notamment recentrer les mesures de protection sur le majeur lui-même. Elle a créé plusieurs mesures, dont une qui semble intéressante. Il y a eu la création d'une évaluation pluridisciplinaire pour l'autonomie du majeur. Jusqu'à maintenant, lorsque le juge était saisi, on s'est rendu compte qu'il n'était pas forcément informé de la façon de vivre du majeur et de sa capacité à être autonome dans sa vie personnelle. Il y avait uniquement le certificat médical plus ou moins descriptif. Aujourd'hui, il y a une équipe pluridisciplinaire qui va donner son avis en plus du médecin et le juge va pouvoir se baser sur cet ensemble d'éléments pour pouvoir accorder la mesure la plus adaptée.
Également, cette loi a fait du mandat de protection future, donc qui était le dernier régime de protection qu'on vous a évoqué, la première mesure de protection. Ça veut dire que lorsqu'on va saisir le juge, par exemple, d'une mesure de tutelle ou de curatelle, il va devoir vérifier impérativement s'il n'y a pas eu un mandat de protection future qui avait d'ores et déjà été fait et mis en place, que ce soit pour soi ou pour autrui. Concernant la personne à protéger, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout tournait autour de deux principes, à savoir le consentement et l'autonomie du majeur. Peu importe la mesure choisie, l'obligation d'information de la personne vulnérable reste un principe. Donc, à l'instar du droit du patient à l'information qui avait été mise en place par la loi Kouchner, ça a été transposé totalement pour les majeurs protégés. Et aujourd'hui, on a le Code de la santé publique qui nous indique que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, quel que soit son régime de protection. Donc, c'est vraiment une règle principale qui a deux conséquences qui sont que la personne protégée doit recevoir l'information sur son état de santé, alors bien sûr adaptée à sa faculté de discernement, mais dans tous les cas doit recevoir l'information et participer à la prise de décision. Également, la personne chargée de la protection juridique doit demander au médecin les différentes informations relatives à son état de santé pour vérifier le bien fondé de l'acte médical. La deuxième obligation très importante pour la personne à protéger est l'obligation de recherche du consentement. Son consentement doit systématiquement être recherché et être recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Cette loi, donc toujours de 2019, a mis en place un régime d'autonomie graduée. Donc, ce qui a été très important parce qu'on va partir du principe d'une présomption de capacité de la personne. Par principe, elle peut pourvoir seule à ses intérêts, elle peut prendre seule les décisions, quel que soit son régime de protection. Si on se rend compte que son état ne lui permet pas de prendre une décision éclairée, auquel cas, on va commencer par une mesure d'assistance. Encore une fois, si c'est pas suffisant, le juge peut prévoir que la personne sera représentée. On est exactement dans la même configuration que les différentes mesures de protection. Tout est toujours gradué. D'un point de vue purement pratique, comment faire pour ouvrir une mesure de protection juridique ? Alors, qui peut le faire déjà ? Ça peut être demandé que par certaines personnes. Donc ça peut être par la personne à protéger elle-même, lorsqu'elle le peut. Ça peut être son conjoint, son partenaire avec qui elle a conclu un PACS. Ça peut être un membre de la famille, un proche qui entretient des relations étroites et stables. Donc là, il y aura bien des conditions à remplir. Ça peut être également le procureur de la République qui va se saisir soit d'office, soit à la demande d'un tiers. Et là, le tiers, ça peut être le médecin, ça peut être le directeur d'un établissement de santé ou encore un travailleur social. Et la procédure à suivre sera la même pour tout le monde. Donc, assez simplement, c'est une requête qui est un formulaire CERFA qui est disponible sur tous les sites du service public et qui doit être accompagné d'un certificat médical circonstancié. Ce certificat médical, il est très important parce qu'il va devoir décrire les facultés du majeur et donner aussi son évolution prévisible. Il va devoir préciser les conséquences de l'altération sur son autonomie et indiquer s'il doit être assisté ou représenté et si la personne est en état d'être auditionnée. Un point très important, ce certificat médical ne peut être établi que par un médecin qui est choisi sur une liste qui a d'ores et déjà été établie par le procureur de la République. Ce n'est pas n'importe quel médecin qui peut faire ce certificat médical parce que si c'est le cas, la demande sera irrecevable devant le juge des tutelles. Donc ensuite, le juge des tutelles va auditionner la personne à protéger, sauf si bien évidemment elle ne peut pas être entendue, et peut demander différentes mesures d'instruction, que ce soit une enquête sociale ou différentes enquêtes sur son cadre de vie. Et enfin, le juge des tutelles va donc prononcer sa décision sur les contours de la mesure qu'il aura choisie, quel type de mesure, il peut rejeter une demande, il a quand même l'opportunité de sa décision. On a voulu évoquer également une situation un peu particulière qui avait déjà été évoquée un peu plus tôt ce matin, qui est celle de l'admission en soins psychiatriques sans consentement, qu'on appelait, nous, auparavant l'hospitalisation d'office, et qui, depuis 2011, on a supprimé la référence à l'hospitalisation en faisant primer la notion de soins psychiatriques sans consentement.
Par principe, toute personne a le droit de recevoir des soins psychiatriques à sa demande, à celle de son entourage ou de l'autorité administrative ou judiciaire. Et finalement, la conduite à tenir va dépendre du régime de protection qui sera mis en place, que ce soit une curatelle, une tutelle, une sauvegarde. On n'a pas accès exactement aux mêmes données médicales. Mais la question importante est l'admission en soins psychiatriques lorsqu'elle est demandée par un tiers. C'est le cas lorsque le malade présente des troubles mentaux rendant impossible l'expression de son consentement. Du coup, ce sera justifié par la nécessité de soins immédiats, d'une surveillance constante en milieu hospitalier, et il est nécessaire de répondre à 3 conditions qui sont donc évoquées par le Code de la santé publique, à savoir que la personne doit être atteinte de troubles mentaux, ces troubles doivent rendre impossible l'expression de son consentement, et son état doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifiant une prise en charge à temps complet ou en ambulatoire. Le tiers, ça peut être toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient. Donc encore une fois, ça peut être les membres de sa famille ou de son entourage, ou toute autre personne qui peut justifier de relations antérieures à la demande, à l'exclusion toujours des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit toujours, et comme toutes les autres mesures, être accompagnée de certificats médicaux datant de moins de 15 jours, enfin, toute une liste de conditions. En termes d'encadrement pour l'admission aux soins psychiatriques, c'est une position qui a évolué un peu dans le temps. Tout d'abord, on avait eu cette loi du 5 juillet 2011 qui prévoyait l'assistance obligatoire par avocat lors de ces audiences devant, donc c'est le juge de la liberté et de la détention du coup qui intervient, mais uniquement quand le patient ne pouvait pas comparaître de lui-même. Depuis 2013, l'assistance par avocat est devenue obligatoire pour toutes les audiences devant le juge des libertés et de la détention, y compris lorsque le patient comparaît. Donc il y a toute une procédure qui est mise en place avec un entretien entre l'avocat et le patient, des auditions, une assistance. Et finalement, on a vu ces dernières années un certain nombre de décisions jurisprudentielles qui est venu souligner la fragilité de l'assistance de l'avocat. Je pense notamment à un arrêt plutôt récent qu'on n'a pas mentionné dans le slide, mais où la Cour de cassation avait privé finalement un homme de son assistance à un avocat parce qu'il y avait un mouvement de grève au barreau de Paris et il n'y avait aucun avocat qui était disponible ni de permanence. Et donc le premier président a considéré que toutes les diligences avaient été faites pour avoir l'assistance d'un avocat. Donc dans la mesure où les avocats faisaient grève, on maintenait l'audience et on ne la renvoyait pas à une date ultérieure. Ça pose question parce que ça affaiblit effectivement l'assistance qu'on peut avoir avec les patients à ce moment-là. Et on a même la Cour européenne des droits de l'homme qui s'était déjà prononcée en 2015 et qui avait condamné, donc là c'était la Croatie, parce que voilà, il n'avait pas été mis en place les contours nécessaires pour avoir une assistance juridique effective du patient. Donc maintenant qu'on a pu voir les différents régimes, leurs définitions, les cadres, le plus important finalement reste les conséquences, que ce soit à l'égard de la personne protégée, mais également des titulaires des mesures de protection. Pour la personne protégée, il y a un principe fondamental, c'est son audition. Il est nécessaire d'auditionner dans la mesure du possible la personne qui va être admise en soins sans consentement, par exemple, parce que évidemment la personne vulnérable qui est placée sous mesure de protection juridique, elle est incontestablement privée d'un certain nombre de libertés, et donc on a des garanties qui permettent, en tout cas, de les encadrer, de conserver la plus grande autonomie possible dans tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, et c'est la jurisprudence finalement qui est venue le faire, parce que le législateur l'avait pas encore concrétisé, mais qui est venu consacrer la nécessité pour le juge d'auditionner dans tous les cas, en tout cas pour ce cas précis d'admission en soins sans consentement, de l'auditionner si évidemment aucun motif médical ne fait obstacle à cette audition. Et également, on l'a évoqué, puis on le réévoquera peut-être plus tard, mais simplement pour l'indiquer dans cette partie, pour garantir au mieux l'autonomie des personnes vulnérables, il n'y a rien de mieux que les directives anticipées. Mais là, j'en dis pas plus parce qu'effectivement, ce sujet sera évoqué un peu plus tard. Le plus important, peut-être pour vous, sera donc les conséquences pour le titulaire de la mesure. Il faut penser qu'un titulaire de mesure, que ce soit de tutelle, de curatelle, de sauvegarde, est responsable. Il est responsable civilement, il est responsable pénalement, et cela a un certain nombre de conséquences plus ou moins importantes.
En matière de tutelle, par exemple, comme on l'a indiqué tout à l'heure, les membres de la famille de la personne protégée peuvent aller saisir le juge des tutelles quand ils ont un doute sur le tuteur, sur le fait qu'il ne respecte pas suffisamment ses devoirs ou fait preuve de manquement. On a sur ce point l'article 421 du Code civil qui nous indique que les organes de protection seront responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. C'est très important parce que si la personne en charge de la mesure de protection détourne de l'argent, abuse de l'état de faiblesse du majeur protégé, et ça arrive, elle sera poursuivie pénalement. C'est une infraction pénale qui est grave, qui s'appelle l'abus de faiblesse, qui est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Donc il faut être vigilant quand on accompagne le majeur, de surveiller un peu quand même de loin la personne qui a été nommée tuteur. Cette responsabilité n'est pas seule parce que finalement, l'État va également engager sa responsabilité. On l'a vu assez récemment, le juge avait, dans une affaire de 2011, où le juge avait manqué à son obligation de surveillance de la personne, du curateur, en tout cas dans ce cas-là, parce que qui avait détourné et recelé des biens à la personne étant sous curatelle. Le magistrat, enfin l'État, du coup, a été condamné au même titre que le curateur, parce que lui aussi, il a une obligation de suivi. C'est important quand même pour les dérives et quand on pense bien faire. Ça peut être le cas du mandataire qui, en pensant bien faire, afin de rendre service à la personne vulnérable, va utiliser par exemple sa carte bancaire pour aller faire des petits achats pour elle, simplement pour lui rendre service. On l'entend, mais ça peut être entendu comme un abus de faiblesse, c'est une infraction pénale et c'est dangereux. Donc il faut vraiment être très vigilant et pour éviter de telles dérives, il faut vraiment agir dans les strictes limites de son mandat. Il faut le connaître, il faut agir dans ces limites-là et que si on a besoin effectivement de réaliser un acte supplémentaire, auquel cas pas de difficulté, mais il faut simplement le signaler aux autorités de tutelle. Donc c'est important d'être très très vigilant quand même sur ce point parce que c'est une situation qu'on a vue et qui est malheureuse surtout quand elle est faite de bonne foi. Mais malheureusement cette infraction pénale n'a pas cette condition-là pour être reconnue. Oui, effectivement, ce que vient de dire Maître Fonlup est très important. Nous, si vous voulez, dans notre pratique quotidienne, on a vu des procès, parce que ça s'appelle comme ça, où on va, le plaignant, rechercher la responsabilité de tout le monde. Et on a vu des familles aller rechercher la responsabilité de tel ou tel personnel aidant, personnel soignant, parce qu'il y avait le fameux abus de faiblesse, c'est facile à dire, ça fait peur, ça peut alerter. Et derrière, toute la difficulté, alors j'ai conscience en le disant de la difficulté du propos, mais c'est pour la personne qui a pensé avoir bien fait, de s'être ménagé des éléments de preuve et d'explication. C'est-à-dire, de manière extrêmement concrète, vous êtes dans une journée où, au bout d'un moment, votre soignant vraiment en peut plus et vous demande, mais pour des choses anodines. Là, en l'occurrence, il y avait eu un abus de faiblesse, c'était quelqu'un qui allait chercher des paquets de cigarettes. Donc, on ne parle pas de 100 millions détournés. Et donc, vraiment, le patient vous dit, je veux acheter ce livre, je veux acheter... Alors, on a eu aussi un cas avec une télé. Je veux acheter cet électroménager, cet hi-fi, ce disque. J'en peux plus, je veux. Prenez ma carte, allez-y me le chercher. Bon. Je peux pas, je connais pas votre code. Je vous donne mon code. Et de manière très humaine, très naturelle, vous descendez avec la carte, vous allez à la FNAC, vous achetez, vous remontez. Vous n'avez pas juridiquement le mandat d'utiliser le moyen de paiement de la personne soignée. Donc, derrière, c'est... alors, quand je le dis avant, c'est facile à dire avant, là, aujourd'hui. La difficulté, c'est si vous l'avez faite après, si vous l'avez faite, et comment on réagit après, de manière plus française et plus précise, il ne faut pas hésiter à se poser, à réfléchir et à se ménager un moyen de preuve. Et c'est-à-dire très clairement d'avoir un simple mail, d'avoir un courrier, soit adressé, alors s'il y a quelqu'un qui est en charge d'une tutelle ou d'une curatelle, de lui adresser un courrier en lui disant « Je vous informe qu'à la demande insistante de monsieur ou madame XY, je suis allé acheter pour 26,25 € d'une BD, une bande dessinée. » Et comme ça, vous êtes extrêmement clair, parce que derrière, lorsqu'il y a l'abus, il y a l'intention frauduleuse d'abuser.
Donc derrière, ça vous dédouane de ça. Mais c'est vrai que la difficulté à laquelle vous êtes confronté, c'est que si c'est régulier, juridiquement parlant, vous n'avez pas le droit d'utiliser un moyen de paiement d'une personne protégée. Donc vraiment, ce que je vous dis, c'est une espèce de remède, mais un peu empirique. C'est pas la solution juridique. Il faut surtout pas le prendre comme étant « ok, je vais le faire et ensuite j'écrirai à chaque fois ». Non, parce que là, vous vous mettez dans une situation d'habitude qui fait que vous outrepassez votre utilisation et votre volonté de bien faire. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que très concrètement, pour vous qui enchaînez peut-être des missions auprès de plusieurs patients, au bout d'un moment, c'est plus tenable. Et donc, la seule hypothèse, c'est d'en référer, alors bien sûr, en fonction de chacune des situations, soit avec la famille, soit avec celui qui est en charge de la curatelle, soit avec le tuteur, soit au bout du bout, le procureur de la République, le juge des tutelles, en disant que c'est plus possible. Parce que la difficulté qu'on a déjà eue aussi, ce sont des membres du corps soignant, du personnel soignant, qui n'en pouvant plus, ont arrêté de soigner, en se disant « je ne vais surtout pas me mettre dans une zone juridique ». Donc j'en peux plus, j'y vais vite fait et je fais en 2 minutes mon soin au lieu de le faire en 1 heure. Donc si vous voulez, c'est pour ça que ce sont des matières qui sont difficiles. Parce que ce que vous faites au quotidien, la réalité, ce que j'appelle encore une fois la vraie vie, ça ne rentre pas dans les articles du code. Donc n'hésitez pas, à un moment donné, il faut déjà en parler. Alors, en fonction de vos organisations respectives, soit il y a un référent, soit vous êtes sous un lien de subordination salariale. En tout cas, bien faire remonter l'information pour pas que vous, à titre personnel, parce que ce sont des infractions personnelles, à titre personnel, vous puissiez être gêné à quelque titre que ce soit, ce qui vous permet, vous, de respecter votre déontologie de soignant. Vous êtes là pour soigner. Mais à un moment donné, de vous protéger aussi, de faire attention à ne pas aller trop loin sur une aide que vous voulez apporter, sur quelque chose du quotidien. C'est vraiment extrêmement basique. Et ça, il n'y a que vous qui le vivez. Parce qu'on a aussi un cas, évidemment, je ne citerai personne, mais on a des organismes professionnels de tutelle qui, finalement, ne voient pas spécialement très souvent les soignants et ne font que demander des retours d'expérience à ceux qui sont sur le terrain et qui sont auprès du malade en disant bon, comment ça se passe, super, parce que moi il faut que je fasse un rapport 1 fois par an au juge. Donc dites-moi comment ça s'est passé, très bien. Donc si vous voulez, n'hésitez pas vous aussi à titiller ceux qui sont réellement en charge des mesures d'assistance pour leur demander d'exercer pleinement aussi leur propre responsabilité. Voilà, c'était un aparté, mais ça m'y faisait penser. Et donc, on va essayer de tenir le timing à peu près. Ce qu'on voulait faire, pour faire un lien avec l'atelier de l'après-midi, c'était vraiment en quelques mots, faire quelques éléments de droit comparé en matière de protection des personnes vulnérables. Alors voilà, pour vous donner un exemple, en droit canadien, il y a une institution qui s'appelle le curateur public. C'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas de la sphère privée, c'est vraiment un organisme d'État qui est en charge de ce type de mesures. En droit suisse, on retrouve un petit peu le système français, mais on est plus sur des mesures très individualisées. Alors ça s'explique aussi par l'organisation politique, géographique de la Suisse. En droit belge, vous avez également des mesures qui sont un peu similaires, mais qui sont toujours dans une recherche de l'autonomie la plus possible. C'est vraiment l'objectif. Vous avez 2 systèmes, la protection extrajudiciaire et la protection judiciaire. Et pour faire la transition avec cet après-midi, nous avons souhaité conclure le propos avec un élément sur le passage vers la fin de vie. Donc, loi Leonetti de 2005 qui est vraiment la pierre angulaire du système de pensée sur la fin de vie et les directives anticipées. 2005, c'est à l'échelle des lois, c'est hier. Donc c'est pour vous dire encore une fois à quel point on chemine lentement. Ces grands principes, c'était donc la possibilité de faire des directives anticipées. Je vous le disais tout à l'heure, ça s'inscrivait dans le cadre du dossier de Vincent Lambert. Donc quelques dates pour vous rappeler. Donc c'était un infirmier qui a eu un accident de voiture en 2008 et sans prendre parti bien évidemment, il y a eu une bataille judiciaire entre l'épouse de Vincent Lambert et les parents et notamment la maman de Vincent Lambert. Des dizaines de juridictions ont été saisies, c'est parti jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, Cour de cassation, Cour d'appel de Paris, et le débat qui était soumis, c'était fallait-il, oui ou non, alors je parle sous votre contrôle de professionnel, maintenir l'hydratation et l'alimentation contre la volonté du patient qui, par définition, n'était pas en capacité de l'exprimer.
Et ce qui a été terrible d'ailleurs dans ce dossier, c'est qu'au gré des décisions de justice, on a arrêté d'alimenter et d'hydrater, on a remis les machines en route, on les a réarrêtées, et tout ça pendant des années. Et Vincent Lambert est décédé en juillet 2019. Donc tout ceci pour dire que souvent, il faut des cas un peu marquants pour que les mentalités évoluent et les législations évoluent. Et on en parlera tout à l'heure sur les directives anticipées, où très clairement, et la crise du Covid l'a montré, on en parlait tout à l'heure en aparté, il y a environ entre 5 et 10% des Français seulement qui ont fait des directives anticipées. C'est le Covid, du coup, il y a eu tellement d'afflux, donc ça a permis d'avoir quelques statistiques. On est encore aux prémices de ce dispositif qui permettra sans doute de régler un certain nombre de problèmes. Et on le verra plus en détail tout à l'heure, mais les directives anticipées s'imposent aux médecins, et ça c'est vraiment fondamental, sauf 2 cas prévus par la loi. Une urgence vitale, évidemment, qui fait que le médecin agit dans le cadre de son serment de soigner, évidemment. Et puis, lorsqu'il y a des directives manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Mais ce qui est important, c'est que les directives anticipées s'imposent. C'est le principe directeur de cette mesure. Nous vous remercions pour votre attention et nous avons essayé de respecter le timing. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez donné des infos passionnantes, qui vont nous servir. Voilà, donc c'est le... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour. Moi, j'aurais des questions. Merci beaucoup, c'était super intéressant. J'ai plein de questions, moi, sur les tuteurs, donc de mes patients qui sont sous tutelle. Pas mal de situations où les patients n'ont personne sauf le tuteur. Et le tuteur n'est pas joignable, il n'est jamais présent. Alors ça, c'est peut-être normal, mais en tout cas, il ne nous contacte pas, voire même quand on arrive à avoir ses coordonnées, il n'est pas joignable. Et quels sont les recours dans ces situations? Alors, ce que vous dites, malheureusement, c'est fréquent. C'est fréquent et je jette la pierre à personne. C'est le système actuel en France. Le constat est que ces mesures sont faites par des organismes qui ont peu de moyens en termes de personnel. Je ne sais pas s'ils ont tous la compétence pour appréhender la complexité de la situation d'un malade, mais ça c'est un autre sujet. Pour répondre à votre question, il n'y a que 2 interlocuteurs. Il y a le juge des tutelles et le procureur de la République. Sachant que le procureur de la République, c'est un traitement qui est pénal, c'est-à-dire que le procureur de la République, il a une tendance naturelle, comment dire, même si ce n'est pas très politiquement correct, je le dis quand même, mais à faire un tri sur les informations qui lui arrivent en fonction de ce qu'il estime être très important. Donc c'est sûr que si vous relatez par exemple quelqu'un qui vient de se faire agresser ou une tentative d'homicide à l'instant T, il va considérer que c'est plus important à traiter qu'une plainte parce que la tutelle est difficilement joignable. Mais ça fait partie du rôle du procureur de la République. Et après, derrière, le fait de faire ça, vous enclenchez un mécanisme. Alors, j'ai conscience que ma réponse n'est pas très pratique. Parce que derrière, on a eu le cas avec une jurisprudence récente, on a vu l'État commencer à être sanctionné pour un défaut de diligence et sa propre responsabilité. Mais donc, le procureur de la République. Mais ce n'est pas très efficace. En revanche, le juge des tutelles, vraiment... Lui, les magistrats qui sont sur cette branche-là ont quand même une appétence pour ces sujets complexes, ont une matière, ont une pratique, et savent distinguer, lorsque c'est un médecin qui écrit, une vraie urgence, à l'inverse peut-être d'une famille qui sera peut-être plus dans une plainte de confort ou autre. Il sait que si un médecin lui écrit, ou un médecin ou un personnel soignant lui écrit, c'est que entre professionnels, vous êtes des professionnels de santé, lui c'est un professionnel de justice. Entre professionnels, vous parlez, c'est le même langage, il sait qu'il y a une urgence. Et là, il peut agir. Alors après, concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il va tirer les oreilles du tuteur. Alors là aussi, j'ai conscience que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des semaines, voire des mois. Donc c'est pas très efficace. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre issue. Alors l'autre issue, c'est qu'à un moment donné, c'est de solliciter la famille pour que la famille fasse une action en justice pour destituer le tuteur. Alors ça, pour le coup, les organismes de tutelle détestent ça.
Donc nous, on en a quelques-uns, ça se passe pas très bien du tout, parce que du coup, ils n'aiment pas ça, parce qu'on vient en fait, en quelque sorte, bousculer, et encore une fois, je jette pas la pierre, parce que c'est très compliqué d'être tuteur, ça on l'a vu, ne serait-ce que par les pathologies, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, en France, on a une forme de carence à ce niveau-là, et sur les tutelles, aujourd'hui, la seule obligation, c'est de faire un rapport annuel, et c'est tout. Donc on n'est pas, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas ne serait-ce qu'une concertation multidisciplinaire avec le personnel de santé une fois par mois, ça n'existe pas. Donc voilà, je sais que ma réponse, elle n'est pas très très efficace, mais c'est la seule qui existe aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Et pour bien comprendre aussi le rôle du tuteur, pour vous donner un exemple d'un patient qui n'a donc personne d'autre que son tuteur, et le tuteur, on lui propose une consultation à ce patient, le tuteur nous dit d'accord, pas de problème, il va venir, mais vous commandez l'ambulance. Donc, nous, c'est pas quelque chose qu'on fait, en tout cas en général dans le service. On n'appelle pas les sociétés d'ambulance pour nos patients, puisque c'est l'entourage de la personne qui le fait la plupart du temps. Et donc, on se retrouve avec un patient qui ne vient pas à la consultation, il n'a pas les soins qu'il devrait avoir. Donc, est-ce que demander au tuteur de contacter une ambulance, c'est bien de son ressort ou pas du tout ? Alors là, je vous le confirme pour le coup, sans ambiguïté, c'est de son ressort. Parce que derrière, l'ambulance, qui dit ambulance dit carte vitale, dit prise en charge de la Sécu. En fonction des pathologies, c'est tel ou tel type d'ambulance. C'est pas votre rôle. C'est le rôle du tuteur qui représente justement son administré, c'est le terme, le patient, sur les actes de la vie quotidienne. Et on a même des tuteurs qui n'ont jamais renouvelé les cartes vitales, les mutuelles, et on est sur des sujets vraiment extrêmement concrets. Ils ne se posent pas spécialement cette question. Donc malheureusement, ça rajoute à votre charge de travail, mais c'est un peu une forme d'alerte de votre côté en disant c'est pas possible, il n'en est pas question. Par contre, c'est vital pour lui, et j'exagère, de venir faire la consultation, c'est de votre responsabilité s'il n'y a pas une ambulance pour l'amener. Donc si vous voulez, malheureusement, vous êtes un peu obligé d'être toujours dans le rapport de force. Mais ça marche, parce qu'un médecin qui dit au tuteur c'est votre rôle, c'est moi en tant que médecin, je dis que c'est indispensable pour sa santé qu'il vienne, vous en assumerez les responsabilités, ça marche. Mais c'est un rapport de force. Merci. Moi, je voudrais poser une question. Est-ce que quand on a des personnes, surtout qui sont dans la nosognosie la plus complète, donc pas conscients de leurs troubles et pas du tout conscients du coup de ce qu'il faut faire pour être bien pris en charge, et que l'hospitalisation parfois sous contrainte s'impose, est-ce que le tuteur est habilité à faire l'hospitalisation sous contrainte ou pas ? Est-ce que c'est dans son champ de... Ça peut être à sa demande. De toute façon, tout sera toujours circonstancié par des certificats médicaux. Donc, le fait qu'elle n'en ait pas conscience, on va quand même demander son consentement. Mais après, je suppose qu'il y aura tout un circuit. Mais la personne n'est pas possible. Enfin, la personne, si elle est sous tutelle, c'est que son consentement éclairé est complètement altéré. On va quand même lui. Alors, par rapport à ce que tu dis, le tuteur peut solliciter la mesure. Ça, c'est sûr. Après, derrière, il y a quand même un débat qui va s'instaurer. Parce qu'il peut solliciter la mesure, mais il va être obligé de justifier d'une situation médicale. Le patient ne se présente pas au rendez-vous, ne va pas... Enfin, je veux dire, ça pose vraiment des problèmes Alors, nous, on a eu des cas où on a été saisis par des familles qui nous ont demandé de sortir des patients d'hôpital psy. Ça arrive aussi. Si vous voulez de manière très concrète, le tuteur, normalement, donc il peut faire la demande, ça, il n'y a aucun souci. Théoriquement, effectivement, la demande doit être assortie d'un certain nombre d'éléments médicaux. Alors là, en l'occurrence, je ne sais pas trop comment il l'a justifié, peut-être par des anciens éléments médicaux. On a une hospitalisation qui a été validée, et derrière, on a des familles qui peuvent nous demander de faire une action pour lever la mesure d'hospitalisation. Pardon, j'ai encore une petite question. Excusez-moi, toujours moi. Ça rejoint, je pense, un petit peu, mais quand le patient sous tutelle s'oppose à un soin, on est d'accord que c'est bien que cette opposition est valable sur le plan légal ? Oui, complètement, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Excusez-moi, moi j'ai une dernière question également. Tout à l'heure, vous aviez parlé qu'avec l'évolution de la loi en 2019, il y a une équipe pluridisciplinaire qui aide le juge à prendre sa décision. Je voulais savoir quelle était cette équipe pluridisciplinaire. Alors, elle est constituée de... Alors, c'est une bonne question. Il y a des médecins,
Il y a également tout le personnel qui peut être autour du majeur protégé et ça peut être, son entourage. Après, elle ne va pas aider directement le juge à prendre sa décision. Ça reste un contexte pour le juge et ça lui permet d'avoir des pièces différentes que uniquement le certificat médical qui décrit médicalement l'état du patient. Là, on va plus être sur une description c'est pas une équipe pluridisciplinaire en elle-même, c'est en fait des constats apportés par les familles. Alors, c'est exactement ça l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif de cette loi, donc 2019, juste avant le Covid, le décret d'application vient juste d'être pris, donc concrètement, elle n'a pas encore été effective réellement, pour répondre à votre question. Mais la philosophie est celle-ci, c'est-à-dire c'est de permettre aux juges des tutelles de s'entourer de professionnels qui vont donner un avis sur chacun des critères de la vie du patient. Et donc, par rapport à ça, vous avez des équipes qui doivent être constituées, avec donc personnel soignant, médico-sociaux, qui vont venir éclairer l'information du juge sur la partie propre aux patients. Donc ça, c'est pas encore mis en place, on est d'accord? Le décret d'application a été pris il y a quelques temps et on n'a pas encore de retour d'expérience. Mais peut-être que vous, d'ailleurs, vous avez plus de retour d'expérience que nous là-dessus. Parce que nous, en préparant la réunion, justement, on a demandé s'il y avait eu déjà des équipes constituées sur Lyon au niveau des juges des tutelles. On n'a pas encore eu de réponse à ce niveau-là. Donc c'est en cours de mise en place. Nous, on est sur le terrain, on est donc travailleurs sociaux et on n'a pas connaissance de cette équipe-là. Après, voilà. Vous êtes sur Lyon ? Non, Haute-Loire. Haute-Loire ? Peut-être que je pourrais faire un petit complément et je prends la question et je vous donnerai peut-être des éléments de réponse. Mais ce sont des équipes préconstituées ou ce sont des équipes constituées en fonction du patient, enfin personnalisées en fonction de son entourage professionnel, enfin, en fonction de... Alors, le principe, effectivement, donc le décret d'application qui a été pris sur la loi prévoit la constitution d'équipes. Bon, on n'est pas encore dans le cadre le détail de la composition d'équipes, mais ce qui est certain, c'est un peu ce que vous, sur le terrain, vous avez mis en place depuis longtemps, j'allais dire, c'est d'avoir donc des profils, des professionnels différents qui vont permettre d'intervenir sur tous les sujets. Mais je pense, c'est un avis, je pense qu'il y aura donc des critères, des catégories, et ensuite on enlèvera des personnes lorsque ce n'est pas adapté à la situation du patient. Je vais me permettre de poser la dernière question parce qu'après, il faut vraiment qu'on aille déjeuner, sinon le temps de déjeuner sera raccourci. Par rapport au mandat de protection future, le mandat de protection future, effectivement, il peut être travaillé avec, on va dire, le futur patient qui ne présente pas énormément de troubles et de troubles surtout psychiatriques. Et lorsque sa situation évolue et que du coup, il a demandé à sa personne de confiance comment dire. Le mandat je suis désolée, je me perds un peu dans mes trucs. Le mandat de protection future, il est écrit, il est établi. Se passent quelques années et quand du coup les difficultés physiques ou psychologiques interviennent auprès du patient, la personne qui est dépositaire du mandat futur le met en œuvre et le patient dit non parce que du coup il a des troubles psychiatriques très importants qui se sont déclarés après le mandat futur. Alors, non, mais ta question est très claire. Je sais pas si j'ai été claire, mais si. voilà. Le principe du mandat de protection future, c'est 2 moments et une condition qui se réalise. Les 2 moments, c'est qu'on prend la personne qui rédige le mandat à un instant où il n'a aucun trouble. Ni il ne fait l'objet évidemment d'une mesure de protection, ni il a une atteinte à son consentement libre et éclairé. Donc ça, c'est le premier moment temporel. Ensuite, quand il aura sa difficulté de santé, c'est le second moment. Mais dans l'intervalle, le mandat de protection future prendra effet à compter de l'instant où ses facultés ont été constatées comme étant altérées. Donc le mandat prend effet. Si quelques mois ou quelques années plus tard, la personne elle-même, par une évolution quelconque, et par un trouble quelconque, décide de dire « je ne veux plus du mandataire que j'ai désigné, et puis je ne veux plus rien de tout ça, je reviens en arrière », non, le mandat prend effet, a pris effet. Il faudrait, alors je ne sais pas, là, c'est vous les spécialistes, il faudrait que sur un plan médical, il puisse justifier d'une reprise de toutes ses facultés, mais malheureusement on est dans la matinée sur les troubles neuro, c'est malheureusement pas le cas.
Merci beaucoup en tous les cas. Merci à vous. Excusez-moi. C'est ici. Merci bien. Et la pause déjeuner est en face, comme on me le dit, et on se retrouve à 14h dans la salle pour la table ronde. Bon déjeuner.